Messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme vous le constatez, il est 13h00. Nous avons bouleversé nos programmes pour un plateau spécial consacré à la grève générale et à la marche contre l'augmentation des prix du carburant. Une marche organisée par la CCVC et appuyée par les partis politiques de l'opposition, notamment les CFOP, mais aussi des organisations de la société civile telles que le Balai citoyen. La manifestation a lieu en ce moment même. Vous verrez tout à l'heure les images de la mobilisation. Nous montrerons ces images, mais aussi, vous savez que c'est une grève générale, je le disais tout tantôt. Nos équipes sont sur le terrain. Vous verrez le constat. Est-ce que la grève générale a été observée? Nous parlerons aussi des raisons de l'augmentation du prix du carburant. Avec Antoine Defort, cette question, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Nous avons sur ce plateau plusieurs invités qui viendront s'expliquer. Nous avons des organisations syndicales. Vous savez qu'il y a une partie des organisations syndicales qui s'est démarquée de la grève. Nous parlerons de tout cela. Mais avant, regardez déjà les images de la mobilisation de ce matin. Rouge est pratiquement dominante, c'est la couleur rouge des organisations syndicales. La mobilisation semble être au rendez-vous juste avant le départ. Et là, vous voyez les marcheurs qui se dirigent au ministère du Commerce pour remettre leurs déclarations. Des images aériennes qui proviennent de notre drone, je vous le disais tantôt. Voilà, c'est la marche de la CCVC contre l'augmentation du prix du carburant. Voilà, nous sommes sur ce plateau, je vous le disais, nous avons avec nous 4 invités pour débattre de ces enjeux, de cette marche. Norbert Wangré, il est le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération Générale du Travail, membre de la CCVC, la Coalition pour la lutte contre la vie chère qui organise la manifestation. Nous avons aussi Georges Kouanda, secrétaire général adjoint de l'USTB, c'est ça, membre de la coalition des syndicats libres et indépendants. Secrétaire général de l'USTB. Secrétaire général de l'USTB, pas adjoint, voilà, je précise. Secrétaire général de l'USTB, vous êtes membre de la coalition des syndicats libres et indépendants. Vous êtes démarqué de cette manifestation, vous allez nous donner les raisons tout à l'heure. Nous avons Draman Milogo, il est conseiller du Premier ministre, membre de la CIDPH, le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Vous avez fait partie de ceux qui ont travaillé à l'augmentation du prix du carburant. Vous allez nous donner votre méthode tout à l'heure. Et puis, Siaka Koulibaly, analyste politique, il est un habitué de la maison, il a l'habitude de venir ici. Voilà, monsieur, vous venez de voir tout à l'heure les images de la mobilisation. Elles semblent être vraiment peut-être pas exceptionnelles, mais elles semblent être au rendez-vous. Déjà, un premier commentaire sur ces images. Siaka Koulibaly. Merci. Effectivement, au vu de vos images, on peut penser que la marche n'est peut-être pas exceptionnelle, mais pour l'objectif qui était poursuivi, elle est suffisante, c'est-à-dire démontrer la mobilisation contre la décision gouvernementale d'augmenter le prix du carburant et du gasoil, qui, selon les organisations syndicales, viendrait à réduire le pouvoir d'achat, donc à soutenir également une sorte d'inflation dans le pays, ce qui fait que plusieurs types d'organisations syndicales se sont donné la main pour, par cette marche-là, démontrer leur opposition à cette marche. D'ailleurs, le mot d'ordre de la marche, c'était de revenir au prix avant l'augmentation. Donc, c'est-à-dire effacer les 75 francs d'augmentation et revenir au prix qui était pratiqué avant. Là-dessus, ce qu'il faut peut-être avoir comme interprétation de la marche, c'est que au-delà des explications techniques qui peuvent exister, et je pense que M. Milogo va certainement s'évertuer à nous les délivrer ici, il y a que ce type de mesures suscite toujours des impacts sociaux. Et c'est ça que nous avons commencé à voir,
Il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso, comme vous le savez. La France est également en plein cœur dans la même situation, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui conteste donc au gouvernement le fait d'avoir augmenté le prix du carburant aussi, c'est pareil. Donc on peut faire un parallèle entre les deux situations. Le gouvernement semble avoir des raisons de faire son augmentation, mais ces augmentations entraînent une dépréciation du pouvoir d'achat des populations en général, des travailleurs en particulier, si bien que cela suscite donc un désordre social. Vous avez vu les images de la mobilisation, vous qui faites partie de la CCVC, est-ce que vous êtes satisfait des personnes qui sont sorties ce matin? Je dois dire bien sûr que oui. J'étais de la marche, j'ai vu en live, comme on le dit, cette manifestation. Et nous nous réjouissons de la mobilisation qu'il y a eu. Les résultats ne sont pas en deçà de vos attentes? Vous attendiez plus de personnes? Non, pas forcément plus que ça. On n'était pas convaincu même d'avoir cette mobilisation. Donc c'est vraiment, ça répond à nos attentes. Et on ne s'arrête pas là. Notre satisfaction ne se limite pas à ce qu'on a vu à travers les images que vous nous avez présentées. Nous avons des échos de la même manifestation dans les régions, notamment à Koudou, à Waïguya, à Fada, etc. Même dans des petites localités, de façon générale, il y a eu une très forte mobilisation et nous nous en réjouissons. Très forte mobilisation, c'est ce que vous retenez aussi, Georges Kwanda? Bon, je ne dirais pas ici, je ne ferai pas un commentaire sur cette mobilisation dans la mesure où... Mais les images parlent d'elles-mêmes, hein? Oui, les images parlent d'elles-mêmes. Et je pense que si toutes les organisations syndicales étaient présentes à cette journée de protestation, on aurait certainement eu beaucoup plus de monde. Et vous êtes en train de dire que sans vous, la mobilisation n'a pas été au rendez-vous? Ce que je veux dire, c'est que ce qui a été le mot d'ordre aujourd'hui n'est pas seulement le prix du carburant. Il faut regarder dans la plateforme. Il y a d'autres points qui sont là et qui peuvent justifier peut-être la non-présence de tous les Oui, mais je veux dire, le moteur de cet appel, c'est l'augmentation du prix du carburant. C'est à partir de là que tout a commencé. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je dirais que le moteur aussi, de mon point de vue, est la remise en cause des conclusions de la conférence sur la rémunération, la conférence des forces vives sur la rémunération des agents de la fonction publique. Milogo, vous êtes un technicien. Quand vous voyez le résultat de votre travail en voyant toutes ces personnes dans la rue, qu'est-ce que cela vous inspire? Merci de nous donner la parole pour expliquer une fois de plus les raisons profondes qui ont conduit le gouvernement à son corps défendant à procéder à un régissement des prix des hydrocarbures. Il le fallait et j'ai vu les images. C'est tout à fait naturel et normal. Lorsque vous touchez au prix d'un produit, personne ne peut être content. Et c'est ce qui explique certainement que les gens soient sortis pour marcher. C'est tout à fait naturel et normal. Mais est-ce qu'on pouvait faire, le gouvernement pouvait faire autrement? Nous sommes dans un environnement économique international qui a ses données et qui a ses réalités. Et vous savez, et je pense que ça a été expliqué à suffisance, depuis 2 ans, l'État a serré la ceinture pour ne pas procéder à l'augmentation du prix des hydrocarbures, quand bien même les réalités économiques l'imposaient du moins. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter et faire le bilan. Est-ce qu'on peut continuer sur cette voie? Vous avez les informations. Hein? Le niveau de subvention est tel que c'était pratiquement insupportable, alors que vous avez des domaines sur lesquels l'État doit intervenir. L'État doit investir et répartir les fruits de la croissance. Voilà. Est-ce que sur un seul produit, l'État peut concentrer tous ses efforts, notamment les hydrocarbures? C'est un peu là la question qu'il faut se poser. Oui, on va répondre à la question pour savoir est-ce qu'on pouvait faire autrement. Mais je voudrais revenir à Inyamba Georges Kwanda. Je vous disais que le moteur de l'appel, c'était effectivement l'augmentation du prix du carburant. J'ai une déclaration de la CVC ici que je vais vous lire. Un appel à la mobilisation est ainsi lancé, c'est après plusieurs déclarations. Un appel à la mobilisation est ainsi lancé aux structures délocalisées de la CCVC ainsi qu'à l'ensemble des forces sociales
soucieuse du bien-être de nos populations, afin de faire de cette journée du 29 novembre 2018 une journée nationale de protestation contre la hausse des prix des hydrocarbures et ses conséquences, en attendant toute autre forme d'action que commanderait l'évolution de la situation. Voici la déclaration sur laquelle je me suis fondé pour dire que le moteur de cette marche était bien l'augmentation des prix du carburant. Mais revenons aux raisons pour lesquelles vous vous êtes démarqué de cette manifestation. Alors, de ce que moi je retiens des mots d'ordre ici, c'est que si vous prenez le mot d'ordre de la CGTB et de la CCVC qui appelle à la grève générale nationale de protestation de 24 heures aujourd'hui, bon, vous allez voir à l'avant-dernier point, c'est le retrait de l'avant-projet de loi organique adopté par le Conseil des ministres qui prévoit de graves restrictions au droit de grève et à la remise en cause des acquis des travailleurs. Donc ça, c'est quoi? C'est effectivement les conclusions de la conférence des forces vives sur la rémunération des agents publics de l'État, auxquels nous les 5 centrales et les 23 syndicats autonomes, nous avons pris part. Alors, participer à cette marche-là voudrait dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Soit on est d'accord pour revoir ce système, ou alors on est contre. Et si nous y sommes allés et on est arrivé à des conclusions qui doivent être appliquées à partir de janvier, il est tout à fait normal que nous puissions nous démarquer de cette marche-là. Alors, vous êtes en train de dire que la coalition des syndicats libres et indépendants s'est démarquée de cette marche, non pas parce que vous êtes pour l'augmentation des prix du carburant, mais c'est à cause de ce que vous venez de dire, à cause du rejet de la plateforme de la réunion sur la rémunération des fonctionnaires. Tout à fait ça. Est-ce que vous êtes contre l'augmentation des prix du carburant? À mon niveau, au niveau de notre collectif, on peut accepter que les gens soient mécontents du fait que l'augmentation se fasse aujourd'hui. Parce que de ce que nous retenons, c'est que d'abord en 2015, lorsque l'UAS a demandé une baisse du prix du carburant, nous avons obtenu 35 francs d'abord dans un premier temps. Et en deuxième temps, il y a eu les négociations gouvernement-syndicat qui a été dirigée pour la première fois par le Premier ministre Isaac Zida en son temps. Et nous avons encore réintroduit lors de ces discussions-là une demande de baisse du prix du carburant. Et on nous a octroyé 50 francs en son temps. Donc ça faisait bien 85 francs. Et après cela, quand le gouvernement Isaac Zida Paul Thiéba est arrivé, sans aucune concertation avec les organisations syndicales, ils ont baissé le prix de 50 francs, ce qui fait 135 francs en son temps. Bon, l'explication qu'il avait donnée, et cette fois aussi, je pense que le gouvernement aurait pu faire une bonne communication là-dessus. Bon, il ressort que c'était sur le fait que le prix du baril a baissé sur le plan international. Et donc, il fallait baisser le prix. Si aujourd'hui, le prix du baril a grimpé et qu'il faille augmenter, je pense qu'on peut le comprendre. Mais peut-être c'est le montant qui est peut-être à revoir. Donc, en conclusion, vous êtes pour ou contre l'augmentation des prix du carburant? Mais moi, je comprends l'augmentation du prix du carburant. Vous comprenez? Nous comprenons. Donc, ça ne vous gêne pas. Oui. Et d'ailleurs, je vais lire un propos de votre déclaration que vous avez produit pour vous démarquer de cette marche. Vous dites: les grandes nations sont celles qui ont toujours su se donner la main pour résister à toute agression. Et c'est cet état d'esprit qui nous anime pour le bien-être de notre pays. Pour ce faire, nous nous démarquons de toute manifestation, grève, marche, meeting et réaffirmer notre attachement aux conclusions de la conférence nationale sur la rémunération des agents publics de l'État, dont l'application est attendue impérativement pour fin janvier 2019. Vous mettez l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute chose. Norbert Wangré, vous, les intérêts supérieurs de la nation, vous vous en fichez? En griffe, hein? Bon, je crois que vous avez vous-même la réponse quand vous mettez des guillemets. Nul ne peut honnêtement penser que nous, au niveau de la CGTB, au niveau de la CCVC, nous nous en fichons des intérêts supérieurs de la nation. Mais je voudrais revenir sur des aspects qui ont été évoqués par le camarade Kwanda. Quand il dit que ce n'est pas tant la question des hydrocarbures que celle du point portant sur le retrait de la loi organique que nous demandons, le passage que vous avez lu est suffisamment indicateur. Dès
l'annonce de cette manifestation, de toute façon, il y a eu des sorties pour rejeter, pour dire que ce sont des causes exogènes, donc on n'a pas à s'en plaindre, on doit comprendre ça et accepter. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, lorsqu'il parle de la loi organique, quand on a décidé de la manifestation pour le 29, c'est un jour ouvrable. Au niveau de nos syndicats, on a estimé que pour justement permettre aux travailleurs de participer à cette manifestation, il fallait les couvrir par un mot d'ordre de grève. Donc, on a élaboré une plateforme revendicative pour déposer le préavis de grève. Si vous regardez bien, vous verrez que ça ne concorde pas totalement avec la plateforme de la CCLC qui a été remise ce matin au ministre. Je vais vous donner d'ailleurs une copie signée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des syndicats sérieux peuvent mener une action et mettre de côté un projet de loi qui, effectivement, restreint les libertés syndicales? Il est témoin. Quand il y a eu la proposition de loi de l'Assemblée nationale pour justement réduire, restreindre le droit de grève, ensemble, nous avons dénoncé cela, nous avons écrit pour dire que nous n'étions pas pour. Mais c'est les mêmes dispositions qui sont contenues dans la loi organique qui est prévue. Mais quand on fait miroiter le fait que la loi organique là va vraiment améliorer le sort des travailleurs et que c'est pour ça qu'on veut que ça soit maintenu, moi je m'inscris en faux. La loi organique, on pourrait revenir là-dessus. On va revenir sur la loi organique à une autre occasion. Okay. Mais allons-y pour la hausse des prix du carburant. Il a donné quelques explications pour lesquelles lui, il pense que lui et les syndicats qui sont avec la coalition, les syndicats libres, ils pensent que c'était normal qu'on augmente les prix du carburant. Vous avez entendu ses arguments. Il a expliqué que les prix du carburant avaient été baissés pendant un moment et qu'il fallait qu'on relève à cause d'un certain nombre de circonstances. Tout à fait. Nous, notre avis est tout à fait contraire. Nous ne pensons pas que le gouvernement était contraint totalement à cette augmentation, qu'il n'y avait pas d'autre choix. De toute façon, comme on va revenir là-dessus, moi je commencerai par des questions, pour qu'on soit au même niveau d'information, qu'on puisse débattre et que les téléspectateurs puissent nous comprendre. Moi je pourrais déjà les poser à M. Milogo, comme il est le technicien. Je vais lui demander ceci. D'abord, est-ce qu'il peut nous dire le total des taxes perçues par l'État sur le litre d'essence? Le total. Je ne dis pas l'ensemble des taxes, je dis perçues par l'État sur le litre d'essence. S'il peut nous communiquer ça. Ensuite, on dit que l'État doit à la SONABI, tantôt j'entends 240, d'autres disent 250 milliards. C'est la dette de l'État vis-à-vis de la SONABI. Est-ce qu'il peut nous dire depuis quand l'État ne paye pas? Puisqu'on dit qu'il y a une subvention, parce que les prix sont bloqués. Depuis quand est-ce que l'État ne paye pas ce qu'il doit à la SONABI? Et pour bien comprendre tout ça, ils nous disent aussi la consommation en hydrocarbures, notamment en super et en gasoil du Burkina. La consommation journalière, c'est combien à peu près? Ça permet à chacun de se faire une idée. Alors, Milogo, vous êtes directement interpellé. Est-ce que vous avez des réponses aux questions de Norbert Ouangré? Ok, merci Monsieur Ouangré, merci Monsieur le journaliste. Je rappelle, avant de poser, je rappelle que vous êtes membre du CIDPH, Comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Pour nos téléspectateurs, allez-y. Tout à fait, merci. Je pense que lorsque vous prenez le mécanisme de la structure des prix, il y a le prix CAF, dépôt et côtier. À partir de là, il y a un certain nombre de taxes et de prélèvements qu'il faut faire. Il y en a deux grands groupes, il y a 12 ou 13 postes de prélèvement ou de charges. Il y a deux grands groupes. Le premier grand groupe, ça c'est lié aux facteurs exogènes à un moment donné. C'est ce que la SONABI paye pour son passage au niveau de la côte, parce que ça a des frais. Ensuite, le deuxième grand groupe, c'est les prélèvements, les taxes fiscales et parafiscales. Vous avez la TVA, vous avez la taxe sur les produits pétroliers, vous avez les droits de douane. Les droits de douane et la TVA sont les taxes communautaires, c'est connu. La TPP, ça c'est prélevé
sur chaque litre d'hydrocarbures vendu. 125 francs pour le Super 91, 50 francs sur le gasoil. Et les autres produits sont... Quand on fait la somme de toutes ces taxes, le litre d'essence, combien est-ce qu'on obtient? Bon, je n'ai pas les chiffres détaillés, hein. Je vous donne les pourcentages. Les droits de douane, c'est 11,50 et 6,50. C'est 5 et 10, plus les prélèvements communautaires et les droits statistiques. Statistiques 1 et 0,5%. Sinon, c'est 10, les droits de douane, et 5. Donc, quand vous cumulez, ça fait 11,50 et 6,50, suivant les produits. Puisqu'il y a le gaz, il y a le DDO, le fioul, les autres. Il y a le Super 91 et le gasoil, qui sont les deux produits qui ont connu actuellement une augmentation. Voici à peu près ce qui est prélevé. Et pour la TPP, c'est reparti. L'entièreté de ce qui est prélevé au niveau de la TPP ne va pas dans les caisses centrales de l'État. Vous avez 50%. Vous savez que nous sommes dans un processus de décentralisation. Il faut appuyer les communes à se développer. Je pense que tout le monde est dans cette dynamique et tout le monde est d'accord que nous devons accompagner la décentralisation dans ce pays-là. 50% au titre de ces taxes-là sont reversés aux communes pour leur développement. 25% le fonds spécial routier. Nous savons qu'il faut développer le transport parce que nous sommes un pays enclavé. Il faut développer le transport, notamment les routes. Il n'y a que 25% qui reviennent à la caisse de l'État. Et c'est à ce niveau-là, peut-être qu'il y a une marge pour l'État. Sinon, le reste, c'est destiné à des projets de développement. Voilà. Alors, Norbert Wangré, vous avez la réponse à votre question. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter à partir de sa réponse? Pourquoi vous avez posé la question? Oui. La consommation journalière en Super 91, à peu près, c'est combien? Bon, malheureusement, la SONABI n'a pas ces statistiques-là. La consommation journalière, ça, c'est la SONABI. C'est de l'ordre de la SONABI. Voilà, ça ne relève pas. Vous avez la réponse? La consommation journalière? Les taxes. Oui, Des taxes? j'ai la réponse des taxes. Allez-y. Je pense qu'au total, l'État prend 264 francs sur le litre d'essence. En termes de taxes? Des taxes TVA, droits de douane et TPP. Il a donné le montant de la TTP, c'est 125. Et à la TVA, on peut ressortir les détails. Mais au total, ça fait 264 francs. Alors, qu'est-ce que ce chiffre-là vous fait dire, vous fait faire comme analyse? Parce que l'État se fait beaucoup d'argent à partir de ces taxes qui doit pouvoir permettre de subventionner justement les hydrocarbures. Quand on nous dit que la dernière fois, c'est... Vous estimez qu'avec les 264 francs, on pouvait maintenir les prix des hydrocarbures en l'état et le combler avec les 264 francs de taxes. C'est ce que vous faites comprendre? Tout à fait. Voici les explications de Mais avant peut-être qu'il ne réagisse, je voudrais... je ne sais pas si une autre question à laquelle je n'ai pas répondu, parce qu'apparemment il y a un quiproquo entre les chiffres 176 et 240 milliards. Ça dépend de la date à laquelle la situation a été faite. À partir du Conseil des ministres qui a pris la décision, la dette était de combien? Moi, j'ai entendu 240, une autre fois, j'ai entendu 250. Dans tous les cas, pour le traitement... La dette de l'État envers la vis-à-vis SONABI. de la SONABI, Voilà, nous avions arrêté la situation au 30 juin, qui était de 176,80 milliards. Au 30 juin. Au 30 juin. Ça a commencé quand? Mais c'est le reliquat de 2017 et de janvier jusqu'en juin 2018. Parce qu'en 2017, il y avait déjà les moins-values. Il y a une partie autour de 37 milliards, je n'ai pas... Plus ce qui a commencé à courir de janvier à juin 2018. C'est ce montant qui faisait 176 milliards ce montant a été arrêté pour traiter cette dette-là. Et c'est là où, pour donner un coup de pouce à la SONABI, pour sa trésorerie, l'État a déboursé 20 milliards en liquide. Et le reliquat, sous forme de titre, que la SONABI, pour se faire de la liquidité, doit monnaie auprès des institutions financières bancaires. Donc, alors qu'on vous a dit, chaque mois, l'État perd en subvention, en fait, l'État en subvention de près de 14 milliards. Donc, de juin à la date du Conseil des ministres, vous faites le calcul, juillet, août, septembre. Et donc, les chiffres qui sont donnés à 200 et quelques, c'était, on avait fait, si l'État ne réajustait pas les prix
on s'est retrouvé à 240-250 milliards que l'État allait devoir à la Sonabi. Et donc, ça assèche la trésorerie de la Sonabi. Voilà. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure aux questions techniques, mais nous allons parler de la marche elle-même et de ses enjeux. Vous pensez que l'augmentation des prix du carburant va avoir un impact sur le niveau de vie des populations. C'est la raison pour laquelle vous avez appelé vos membres à sortir, n'est-ce pas? Impacté dans quel sens? Oui, je pense que ça, c'est vraiment pas sorcier. Si on augmente, quand on considère le rôle des hydrocarbures dans l'économie, on comprend tout de suite qu'une augmentation de 75 francs ne peut pas, d'abord, c'est un produit que les gens consomment directement. Ensuite, c'est le produit qui sert à transporter, le produit de consommation. C'est le produit qui sert à faire tourner les usines qui produisent les biens. Donc, nécessairement, il y aura un impact. Et pour peut-être faire croire que cet impact allait être minimisé, on nous a parlé de concertation avec les transporteurs, qui ressemble un peu à un deal, puisque l'autre partie a avancé aussi ses revendications pour obtenir. Nous allons en parler tout à l'heure, nous avons un élément sur cet aspect des choses. Mais avant, Georges Kwanda, Ouangré vient de dire un certain nombre de choses. Il a peur qu'il y ait une flambée des prix sur les biens de consommation. Vous acceptez l'augmentation des prix du carburant. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés sont prêts à s'adapter à une éventuelle flambée des prix des biens de grande consommation? C'est normal que la population l'accepte difficilement. Parce qu'effectivement, quand ils payaient le litre à 600 et quelques, et qu'aujourd'hui, il faut ajouter 75 francs, je comprends que ça soit difficile. Mais je dis que il ne nous appartient pas, nous, ici, d'expliquer à la place de l'État pourquoi il a augmenté. Mais quand nous disons nous comprenons, c'est quoi? C'est que il faut qu'on en parle. Parce que l'augmentation des prix du carburant a un impact sur le niveau de vie des Burkinabés. Donc, il appartient à tous les Burkinabés d'en parler. Le débat je veux dire, il est normal. Il est normal. C'est pourquoi je dis qu'il appartient à l'État de l'expliquer. Mais nous au niveau de notre position, effectivement, de notre groupe, nous disons qu'effectivement, quand on regarde sur le plan international les grandes nations qui sont bâties, mais il a fallu que des gens mouillent le maillot, il a fallu que les gens fassent des sacrifices. Et aujourd'hui, par exemple, quand le plus souvent on fait référence au président Thomas Sankara et tout, c'est parce que Thomas Sankara, à un moment donné, a su trouver les voies et moyens pour faire accepter à la population de mouiller le maillot pour le développement du Burkina. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux-là qui pensent que si Thomas Sankara était là, on serait encore plus en avance. Mais en même temps, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. En tant que citoyen, je dis qu'il y a des moments où, effectivement, il faut accepter mouiller le maillot. Mais il appartient justement au gouvernement de trouver les moyens de communication nécessaires pour faire comprendre aux gens de façon à ce qu'ils acceptent. Et qu'eux-mêmes, par le train de vie qu'ils mènent, ils puissent amener la population à adhérer à cela. Ouangré Norbert, est-ce que vous êtes contre le fait que les populations doivent faire des sacrifices pour que l'État puisse aller de l'avant, pour que le Burkina Faso puisse aller de l'avant? Peut-être que cela fait partie de l'augmentation des prix du carburant. Chaque Burkinabé doit faire des efforts, doit faire des sacrifices pour permettre au pays d'aller de l'avant. Nul ne peut être contre l'idée de faire des sacrifices pour faire avancer le pays. Mais tout le problème est là. Il a donné l'exemple de Thomas Sankara. Il ne faut pas aller au passé. Et aujourd'hui, est-ce que les dirigeants actuels, justement, sont à l'image de ce qu'était Sankara? C'est-à-dire? Oui, mais quelqu'un qui vit humblement, qui se sacrifie pour l'intérêt du pays. Parce que pour qu'il y ait sacrifice, le minimum là est que ceux de devant, les dirigeants, donnent l'exemple. Je ne pense pas que vous puissiez trouver quelqu'un, aujourd'hui d'honnête, qui va vous dire, sur ce plan-là, les dirigeants actuels, effectivement, sont des dirigeants modèles, des gens qui donnent l'exemple du sacrifice. Je l'affirme. Et de toute façon, quand vous regardez
les réactions des gens, les récriminations des gens, à tous les niveaux, constater effectivement cette critique-là. Donc, quand on ne donne pas l'exemple, il ne faut pas venir demander aux autres de se sacrifier. Du reste, les traitements que se donnent les dirigeants du pays, du point de vue même de la rémunération, quoi qu'on l'a régulièrement relevé, mais quand on viole un décret de la République pour s'octroyer des avantages, certains ont 2, d'autres ont 3, d'autres encore ont 5 millions par mois, en violation du décret. Mais est-ce que, et là, il donne des exemples. Vous parlez des rémunérations de quels fonctionnaires? Des ministres, les premiers dirigeants. Si vous allez au niveau des institutions et autres, vous verrez que ce n'est vraiment pas l'exemple de l'austérité et du sacrifice. Seka Coulibaly, est-ce que vous comprenez ces deux positions tranchées, ceux qui disent qu'il faut que le peuple burkinabé accepte de faire des sacrifices pour aller de l'avant, et il y a ceux aussi qui estiment qu'ils ont déjà fait assez de sacrifices et que l'exemple ne vient pas de là. Est-ce qu'au sein de la population, on sent cette division-là de ces deux tendances? Oui, c'est très clair que le mot d'ordre du sacrifice que le gouvernement veut soumettre aux populations et aux travailleurs doit être appuyé par des exemples au niveau de la direction politique du pays, notamment le gouvernement, mais aussi les grands commis de l'État. C'est là où déjà ces débats sur les véhicules achetés par le gouvernement avaient déjà défrayé la chronique, où on avait perçu que malgré certains discours de type Sankaris, effectivement, ce gouvernement, lui, ne suivait pas dans les faits cette ligne, en fait, effectivement. Sankara a trouvé les Mercedes comme voitures ministérielles. Il les a mis au parc de l'État. Il a acheté des R5. Lui-même circulait dans une R5. À l'inverse, ici, les véhicules qui ont été trouvés, on a estimé que ces véhicules-là avaient des pannes fréquentes et ils ont acheté d'autres véhicules que les gens considèrent comme étant assez luxueux. Donc, c'est des parallèles qu'il faut faire. Et le peuple, n'ayant pas cette aptitude à faire ces raisonnements théoriques, intellectualistes, fait des raisonnements stéréotypés. Voilà, ces gens, est-ce qu'ils sont avec nous? Et c'est la première fois où on voit que les ministres négocient comme ça directement leur traitement avec le ministre des Finances et puis s'octroient des rémunérations qui ne relèvent pas de l'ordonnancement classique de la fonction publique. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on analyse tout ce qui concerne le pouvoir d'achat, la vie chère, etc. Et on ne peut pas empêcher les gens au quartier de faire ces réflexions-là. Maintenant, les organisations syndicales ont toutes des lignes et aussi, surtout, une certaine cohérence qu'elles doivent respecter, qui les amène à prendre des positions. Il a expliqué que pour eux, il y a un élément qui est lié avec la conférence sur la rémunération. Donc pour eux, ils tiennent à ce que cette position déjà adoptée dans le passé soit respectée dans tout ce qui va suivre. Et lui, il estime que dès lors qu'on restreint le droit de grève, les organisations syndicales se doivent de sortir le bouclier afin de protéger ces droits qui sont au-dessus même de l'État burkinabé, parce que ce sont des principes qui relèvent des conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est partie prenante. Donc voilà donc des argumentations qui existent. Moi, ce que je veux dire, en revenant un peu sur les données données par le... On va revenir sur les données, mais je veux dire, pour une question aussi générale qui concerne pratiquement tous les Burkinabés, comme la hausse des prix du carburant et comme la lutte contre la vie chère, on estime que les organisations syndicales devraient aller dans le même sens, ils devaient être unis dans ce sens-là, parce que la vie chère, ça concerne tout le monde. Comment est-ce que vous expliquez cette scission, cette division au niveau du point de vue des organisations syndicales au Burkina Faso dans ce... Non, moi je peux pas l'expliquer, je ne peux pas donner, disons, raison à l'une ou l'autre de ces organisations, parce que, comme je l'ai dit, ayant été membre de certaines organisations, je sais que dans une organisation, il y a une ligne et il y a la cohérence de la ligne qui est déjà passée. Ce que vous avez déjà défendu, vous êtes obligé de rester un peu dans cette cohérence-là. Donc déjà, vous avez vu que la scission ne date pas d'aujourd'hui, elle date déjà de la conférence sur la rémunération.
Je pense qu'à ce moment déjà, il y avait eu une dichotomie entre les syndicats sur le concept même de cette conférence-là, où certains avaient estimé que si on veut discuter de la rémunération des agents publics, il faut faire une rencontre avec les agents publics et ne pas y amener des gens qui ne sont pas concernés par ces rémunérations. Et c'était un argument aussi qui se tenait. Ensuite, il y a le contenu de la conférence qui allait dans un certain sens, un sens auquel toutes les organisations syndicales n'étaient pas partie prenante. Donc s'il y a scission, elle ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais il faut remonter dans le temps pour trouver l'origine de cette dichotomie entre les organisations syndicales. Pour moi, elle n'est pas nouvelle aujourd'hui, et les deux tiennent donc des argumentations qui soutiennent les positions qu'ils ont déjà adoptées dans le passé. Oui, merci. Ça me permet de revenir sur un point que le camarade Kwanda a évoqué, disant que bon, si cette manifestation-là était organisée par l'ensemble du mouvement syndical, on aurait eu certainement plus de monde. Moi, je n'en suis pas si convaincu. Pour la simple raison que, justement, on a accueilli à cette manifestation des militants de toutes les organisations, dont celles qui ont déclaré qu'elles n'étaient pas partie prenante. Ah oui? Ah oui? Vous les avez vus au niveau de la marche? Beaucoup. Beaucoup de militants. Et je pense qu'il y a des organisations qui avaient dit à leurs militants, de toute façon, eux, ils ont fait des déclarations, mais le militant est libre. Voilà. Donc, et on peut faire le parallèle. Rien qu'en 2015, on a fait une telle manifestation au même ministère du Commerce sur la même question des hydrocarbures. Bon, si vous ressortez vos images de l'époque, je ne sais pas si on va trouver qu'il y avait plus de monde à cette époque-là. Il faut noter que vous avez reçu le soutien de l'opposition politique du CEFOP qui a appelé ses militants à rejoindre le mouvement. Et il y a aussi le Balai citoyen, une organisation de la société civile qui a fait une déclaration aussi pour demander aux Burkinabés de rejoindre le mouvement. Donc peut-être que cela peut expliquer oui, mais c'est parce qu'ils ont compris que justement les points là pouvaient intéresser leurs militants. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, Seka Coulibaly, on peut dire qu'au sein des mouvements syndicaux, je vais faire un peu caricature, est-ce qu'il y a ceux qui sont patriotes et ceux qui ne sont pas assez patriotes? On a l'impression, comme la coalition des syndicats libres et indépendants qui demande aux Burkinabés de faire des sacrifices, c'est-à-dire d'être un peu plus patriotes, et puis on a l'impression qu'au niveau de la CCVC, c'est non, on lutte pour le niveau de vie des Burkinabés. D'abord pour le fait qu'il existe des dissensions entre les organisations syndicales sur un point précis n'est pas en soi un drame. On le sait, les organisations, le fait même qu'il existe plusieurs organisations signifie qu'on n'est pas tous d'accord sur la même, on n'a pas la même compréhension des situations. C'est pour ça qu'il y a plusieurs organisations. Et ces organisations ont aussi une histoire. Et c'est sur cette histoire que se fondent les positions que ces organisations prennent. Sur la question du patriotisme, moi je crois que, à mon avis, le fait d'appeler la population à ne pas prendre part à la... Enfin, pas les populations, les travailleurs à ne pas prendre part à la marche, parce que l'intérêt supérieur de la nation serait de ne pas perturber le travail gouvernemental ou des institutions. L'autre considération patriotique aussi, c'est de dire, de toute façon, l'intérêt général, c'est les conditions de vie des populations et des travailleurs, donc protéger ce pouvoir d'achat-là. Donc moi je vois que dans les deux situations, il y a toujours du patriotisme entre griffes, parce que au-delà de l'appel lancé par l'organisation, les individus qui sont partie prenante de ces organisations peuvent considérer qu'à leur point de vue, il vaut mieux défendre le pouvoir d'achat que de faire confiance aux institutions en disant, bon, elles ont raison certainement d'augmenter, il faut peut-être leur faire confiance. Ça, c'est une question de conscience professionnelle et de conscience militante qui va déterminer donc... mais les organisations, moi, à mon avis, respectent les points de vue, les lignes qu'elles se sont dessinées depuis longtemps. Vous verrez que dans le futur, sur d'autres questions, ces organisations peuvent se retrouver. Si, d'aventure, la loi organique, bon, qu'on n'a pas encore vu, nous autres, parce que peut-être ce n'est pas directement lié à nos domaines d'activité. Si elle venait à être publiée, qu'on se rend compte, comme au Bénin, on limite le droit de grève, le nombre de jours de grève par an,
Mais en ce moment, cette organisation, on va lui demander, mais écoutez, vous nous avez dit que la loi organique portait sur la mise en œuvre des recommandations de la conférence sur la rémunération. Mais voilà que les libertés syndicales sont touchées. Qu'est-ce que vous dites? On va certainement leur poser la question. Bon, malheureusement, nous n'avons pas le contenu de la loi organique. Dans son état actuel, est-ce qu'il y a des restrictions aux mouvements syndicaux? Tout à fait. Il y a des restrictions graves à la liberté syndicale. Et Georges Konda, vous la soutenez quand même, cette loi organique, malgré les restrictions dont parle Norbert Ouangré? Oui, nous la soutenons dans la mesure où nous avons participé. Mais nous disons que la loi n'est pas encore adoptée. Il faut peut-être attendre de voir. Parce que mais dans son, il y a état, le projet, dans son état actuel, est-ce que Norbert Ouangré a raison? Dans son état actuel, la loi organique contient des restrictions aux manifestations syndicales? Non, nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas qu'il y ait des restrictions par rapport à la manifestation syndicale. Donc là, les deux positions sont tranchées. Oui, comme on n'est pas sur le sujet, il n'y a qu'à prendre la loi et on va voir. Oui, allez-y. Oui, quand on décide que certaines catégories de travailleurs n'ont plus le droit de grève, jusque-là ils l'avaient, ils ne l'ont plus. Dans certaines activités, ils n'ont plus le droit de grève. Les travailleurs comme lesquels? Dans quelles certaines activités? Par exemple, les paramilitaires, les douaniers, les GSP. Eaux et forêts. Voilà. Bon, les GSP, c'est déjà dans les statuts. Mais si vous regardez au niveau des eaux et forêts, non, on n'aura pas retiré encore le droit de grève. Georges Konda? Non. Il vient de citer des points très clairs dans la loi organique où certaines professions n'auraient pas le droit de grève. Mais si, il faut regarder dans le passé. Est-ce que depuis quand on a vu ces organisations gréver, par exemple, est-ce qu'on peut, dans un passé récent, donner des exemples où, effectivement, on a vu la police gréver, on a vu les GSP gréver, etc., etc. Je crois que y a des situations où il faut accepter quand elle est claire. Ce sont un peu des militaires, comme on le dit, et on sait que les militaires ont un respect strict de certaines règles qu'ils ne doivent pas bafouer. Ça veut dire que si la loi est adoptée en l'état, vous n'avez pas d'objection? Nous n'avons pas d'objection. Vous estimez qu'on peut faire grève, mais il faut qu'il y ait des conditions claires, en fait, des circonstances. Les conditions de grève de ces corps qu'on vient de citer là ne respectent pas les mêmes règles que les travailleurs ordinaires. C'est ça, c'est ce qu'on oublie de dire. C'est comme si on leur empêchait carrément de faire des mouvements, alors que c'est faux. Non, ils ont le droit de gréver, mais d'une autre manière que les travailleurs qui peuvent abandonner leur poste de travail pour un certain temps. Voilà, par exemple, si aujourd'hui on a lancé un mot d'ordre de grève, les travailleurs n'iront pas occuper leur poste. Par contre, chez les militaires, ce n'est pas pareil. On ne peut pas, eaux et forêts, par exemple, ne peut pas, même s'il est en grève, il doit le manifester autrement, mais il ne peut pas décider de ne pas y aller. Moi, je crois que sur cette question, il faut que nous soyons clairs sur les questions. Ceux qui n'ont pas le droit de grève, ce sont les militaires du rang. Donc, armée de terre, gendarmerie. Les paramilitaires relèvent du même statut juridique que les autres fonctionnaires. Donc, ils ont le droit de grève. Et si d'aventure la loi organique venait à restreindre les libertés syndicales, notamment le droit de grève des paramilitaires, cette loi organique serait anticonstitutionnelle. Parce que dans les pays, le droit de grève des fonctionnaires, des paramilitaires, relève de la Constitution. Là, on n'a pas interdit. Des conventions collectives qui sont signées entre le gouvernement et ces organisations-là, et donc des instruments internationaux, notamment au niveau de l'OIT et du BIT. Tant qu'il n'y a pas une base légale à ce niveau, le gouvernement ne doit pas restreindre les droits que les gens ont déjà ont bénéficié par le passé. Donc là, il va falloir que les syndicats harmonisent donc leur position, leur mot d'ordre avec la pratique habituelle en la matière. Voilà, c'est vrai que nous nous sommes attardés un peu sur les droits de grève, mais nous parlons précisément de l'augmentation des prix du carburant, mais nous parlions du droit de grève à cause du mot d'ordre lancé par la coalition des syndicats libres et indépendants qui s'est démarqué de la marche du 29
novembre, c'est-à-dire la marche d'aujourd'hui. Et comme raison, vous avez avancé le fait qu'il fallait attendre que la loi organique sur la rémunération des fonctionnaires soit adoptée. Dans cette loi, il y a une question sur les droits des grèves. C'est pourquoi nous en parlons pour être clairs avec nos téléspectateurs. Oui. Oui, quand on dit qu'il faut attendre que la loi soit adoptée, quand on a dénoncé la proposition de loi, on n'a pas attendu. Ensuite, ce que j'ai dit là, comme on n'est pas sur ça, il y a d'autres dispositions. On n'est pas sur ça, justement. De la loi, voilà, je n'insiste pas parce qu'on n'est pas sur ça. Voilà, c'était juste une parenthèse. On aura l'occasion de revenir sur cette loi et puis d'en discuter en long et en large avec les arguments et puis la documentation qu'il faut. Nous allons revenir sur l'augmentation du prix du carburant. Je le disais en début d'émission, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Alors, nous allons regarder cet élément qui montre que le gouvernement a essayé de prendre des dispositions pour ne pas qu'il y ait des flambées des prix des produits de première nécessité en ayant une concertation avec les organisations des transporteurs. Nous allons voir ce que ça donne. Au sortir de la rencontre gouvernement-transporteur le 19 novembre dernier, engagement a été pris de maintenir le prix des transports en l'état, malgré la flambée du prix des hydrocarbures. La nouvelle a été largement relayée, mais l'information qui n'a pas été assez disséquée, c'est le contenu de l'accord entre les deux parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que les transporteurs ont posé au préalable des conditions. Dans leur plateforme revendicative, 12 points sont inscrits, mais ce sont juste 4 qui ont fait l'objet d'entente. Le premier point sur lequel ils se sont arrêtés, c'est la réduction du nombre de visites, visites techniques au niveau du CCVA. Vous n'êtes pas sans savoir que les transporteurs, normalement, au cours de l'année, devraient avoir 4 visites. Et actuellement, avec le contrat, ils sont passés à 2 visites par an. Et normalement, selon les transporteurs, selon ce qu'on a retenu, c'est que cette réduction va leur permettre de gagner 2 semaines d'activité en plus. Au deuxième point de l'accord, les acteurs du transport ont demandé la réduction sur la patente. Elle devra baisser de 50%. Sur la patente, la réduction de la patente, qui est passée de 3 000 francs CFA à 1 500 francs CFA. Il y a aussi la réduction des gendarmes couchés, ou ce qu'on appelle les ralentisseurs, sur les routes nationales. On se rappelle que cette injonction ou cette demande des transporteurs-là fait suite à une publication au niveau de l'Assemblée nationale qui relatait un peu le coût de ces ralentisseurs-là, justement, sur les transports. L'autre point important soumis et discuté sans issue favorable, c'est la question de la TVA. Les transporteurs évoquent une double imposition au niveau de l'achat du carburant. L'économiste du Faso nous apprend que cette partie des doléances a été jugée technique et par conséquent renvoyée aux prochaines discussions. L'autre zone d'ombre est relative aux petits transporteurs qui ne sont pas affiliés à la grande fêtière rencontrée par le gouvernement. Dans ce contexte, comment contenir l'augmentation à leur niveau? C'est que la rencontre avec les transporteurs n'a pas pris en compte ceux qui ne sont pas affiliés à l'OTRAF, à l'organisation des transporteurs. Il y a les petits cas de 12, 18 places et qui, eux, vont un peu partout sur tout le territoire burkinabé. Maintenant, de ce qu'on a pu recueillir au niveau de l'économiste du Faso, c'est que l'accord n'a pas dévoilé les termes exacts du pacte qu'il y a eu au niveau du statut des transports. C'est-à-dire que, selon les informations, il y a eu 12 points que les transporteurs ont déposés sur la table de concertation et il n'y a eu que 4 accords qui ont été connus, qui ont été divulgués. Donc, on se dit que peut-être que cette question des petits transporteurs là, fait partie des 12 points. Certainement que ces 12 points seront dévoilés en janvier prochain, date prévue pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord paraphé. Un accord qui, faut-il le rappeler, permet de maintenir un statu quo pendant 6 mois sur les prix. Un accord donc qui sonne comme un pare-feu contre la flambée des prix. Voilà, Milogo Draman, on est à vous maintenant. On se posait la question, est-ce que le gouvernement avait le choix? Est-ce qu'on pouvait faire autre chose à part augmenter les prix du carburant? On vient de voir que le gouvernement a entamé des négociations avec les associations des transporteurs, des négociations qui sont d'ailleurs terminées. Vous avez vu au terme des conclusions, on a réduit le nombre de visites techniques qui passent de 4 à 2 et on a réduit de moitié
les patentes qui passent de 3 000 francs à 1 500 francs CFA. Le gouvernement avait donc une marge de manœuvre ailleurs. Non, je pense que le prix fixé actuellement était, je pense, la solution qu'il fallait prendre. L'augmentation de 75 francs. Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes partis des prix où le baril était autour de $40 à 80 et quelques dollars. C'était difficile. L'État, comme je l'ai dit, a fait des efforts pendant 2 ans pour subventionner, pour apporter sa subvention. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, c'était un peu difficile. Et il fallait un partage d'efforts, parce que là, c'est l'État seul qui faisait l'effort. Il faut un partage d'efforts. On a demandé aux consommateurs d'apporter leur contribution, 75 francs. Ce n'est pas sur les salaires qu'on demande l'effort, c'est sur les prix, parce que nous sommes loin de la réalité des prix. 75 francs. Et il y a un gap que l'État supporte toujours. C'est pas sur quoi qu'on demande l'effort? Vous avez dit que ce n'est pas sur les salaires qu'on demande l'effort. Voilà, comme certains ont parlé de la période de Thomas Sankara et autres là, mais il y a eu les efforts populaires d'investissement où on a pris le 12e du salaire pour investir. Et ça, tout le monde a vu ce qu'il y a fait. Mais là, c'est sûr, on s'approche. Les prix du carburant ont quand même un impact sur les salaires. C'est peut-être sur le pouvoir d'achat. Oui, c'est mais sur le pouvoir d'achat a un impact sur les salaires. Voilà. Allez-y, continuez votre développement. Et donc, à ce niveau-là, il était un peu difficile. Et comme je l'ai dit, c'est un partage d'efforts. L'État demande à la population de consentir 75 francs d'efforts. Le gap, sur le gasoil, il y a près de 95 francs encore. Sur le super, il y a près de 55 francs encore d'efforts que l'État subventionne par litre. Que malgré les 75 francs, il y a toujours, nous n'avons pas atteint la vérité des prix. Non, l'État fait toujours. C'est ce partage-là qu'il faut voir. Ce gap-là, quand on fait la somme en un mois, combien est-ce que ça coûte à l'État? Autour de 7 à 8 milliards. Donc chaque fin du mois, l'État débourse encore 7 à 8 milliards de francs CFA pour subventionner. Et ça, je ne parle pas de la subvention sur le gaz. On n'a pas touché le prix du gaz, alors que le gaz est très subventionné. Pour maintenir le prix du kilowatt à la Sonabel, l'État subventionne les DDO du fioul de près de 50% à 100%. Voilà. Et donc, c'est cet effort-là qui est demandé. On explique à nos téléspectateurs, l'État fait beaucoup de subventions. L'État fait beaucoup de subventions. Et cette fois-ci, il n'y a que 2 produits qui ont connu une augmentation sur l'ensemble des subventions que l'État fait. C'est le Super 91 et le gasoil de 75 francs. Et comme je viens de le dire, le gap n'est pas atteint. Donc, il y a une subvention qui s'est faite sur le gasoil et sur le Super 91, toujours par l'État, par mois et par litre que nous achetons. Voilà. Et la démarche que l'État a entreprise au niveau de l'OTRAF et des transporteurs. Parce que lorsque vous touchez le prix du transport, effectivement, ça entraîne un effet inflationniste sur tous les produits, parce que tout ce que nous consommons sont transportés. Et c'est pourquoi l'État a entrepris effectivement de rencontrer et de leur demander, tout le monde fait des sacrifices. Votre sacrifice aussi, c'est de maintenir les prix sans augmenter. Voilà, c'est votre sacrifice. Tout le monde finalement, les consommateurs, l'État, les transporteurs, pour maintenir le prix des produits de première nécessité. Et je pense qu'avec cet accord-là, ça permet quand même de contenir l'inflation. Est-ce qu'ici, on peut parler des sacrifices des transporteurs? Parce qu'on a vu que les transporteurs aussi ont demandé des choses. Est-ce que ce que l'État gagne avec l'augmentation de 75 francs CFA, est-ce que l'État ne le perd pas avec les accords qu'il a signés avec les transporteurs, parlant de la réduction des visites techniques qui passe de 4 à 2 et puis de la baisse de la patente qui passe de 3 000 francs à 1 500 francs CFA? Est-ce que ce n'est pas une perte pour l'État? Bon, il y a un manque à gagner, bien entendu, mais ça ne compense pas l'effort consenti par les transporteurs en maintenant leur prix en l'état sans augmentation. Et comme je l'ai dit, je peux peut-être revenir sur la structure des prix. La structure des prix que je viens de donner ici à la question de M. Ouangré, ce n'est pas une structure des prix qui est proche au Burkina. C'est à peu près la même chose dans tous les pays. Vous savez, comme je l'ai dit, dans la sous-région, la TVA et les droits de douane sont communautaires et c'est appliqué. La TPP, nous avons fait le tour d'un certain nombre de pays. C'est pratiquement la même structure des prix. Et comme nous l'avons dit, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Mali et d'autres pays, c'est la même structure. Et surtout, la Côte d'Ivoire n'a pas
ce différentiel de transport là à faire, puisque nous sommes à près de 1000 km de la côte. La Côte d'Ivoire, non seulement est producteur, mais elle importe le gap, puisque sa production ne couvre pas, bien entendu, sa consommation, elle importe. Et la Côte d'Ivoire vendait les litres du gasoil et du DDO et du super plus cher que nous. Alors que nous nous approvisionnons sur les mêmes marchés internationaux. Ils sont producteurs. Le Burkina ne produit pas, nous sommes acheteurs. Nous sommes producteurs. Nous ne sommes pas faiseurs de prix, nous sommes preneurs de prix parce que les prix se décident à l'international. Il y a une différence aussi entre le niveau de vie en Côte d'Ivoire et le niveau de vie des populations au Burkina Faso. Oui, je veux vous rappeler aussi que le pays... Au niveau des revenus aussi. Ouais, comparons peut-être, on peut se comparer avec le Mali, parce que nous sommes tous des pays les moins avancés. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, c'est un pays à revenu intermédiaire. Donc on ne peut pas comparer les niveaux de prix et à niveau de revenus d'un pays à revenu intermédiaire qu'un PMA. Comparons peut-être, nous étions à 602 francs le litre du super. Le Mali était à 700, plus de 730. Plus de 730 francs le litre. Alors que nous sommes dans la même situation, nous sommes des pays d'interland, nous importons tous. Alors vous êtes en train de dire que l'État a fait des efforts, mais il faut aussi que les populations fassent des efforts. Et c'est ce que l'État demande à la population. Faisons un effort pour se tenir parce que l'État a beaucoup d'investissement. La répartition des revenus s'est faite à travers ce que nous connaissons. Il y a eu la gratuité des soins, voilà. Il y a des infrastructures qui sont construites. Il faut construire les hôpitaux, les centres de santé, les universités. Mais tout ça, c'est un effort. Et si l'État doit prendre ses recettes et investir l'entièreté dans la subvention des hydrocarbures, il y a un problème. Le pays ne peut pas avancer. Alors que nous sommes là pour construire ensemble le pays. Et donc, il faut un effort de tout le monde pour qu'ensemble nous construisons le Burkina. La tendance, le CDPH est là. Ici, la tendance est baissière actuellement au plan international. Si nous calculons, puisque le mécanisme qui a été arrêté avec l'augmentation, c'est tous les 3 mois en principe que nous devons, 3 mois que nous devons réviser les prix. Mais en cas de hausse ou de baisse importante, on n'attend pas les 3 mois. Le prix augmente encore sur le marché international. Vous faites quoi ici? Ça, c'est en principe, les techniciens vont demander de revoir le prix à la hausse. Mais c'est le gouvernement qui fixe. Nous faisons des propositions. Les propositions que vous allez faire au gouvernement, c'était d'augmenter encore le prix du carburant. Nous touchons du doigt parce que la tendance est baissière. Nous espérons que d'ici 2 mois, puisqu'il y a 1 mois qui est passé, d'ici 2 mois, la baisse va se poursuivre et ça va se répercuter. Si nous devons appliquer le mécanisme, ça va se répercuter sur le prix à la pompe. Vous êtes en train de dire que si dans 3 mois, le prix du pétrole baisse sur le marché international, cela est tout à fait possible qu'au Burkina Faso aussi, on ait une réduction des prix du carburant. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi nous prions pour que la tendance qui s'est amorcée, la tendance baissière qui s'est amorcée, se poursuive durablement. Voilà. Et si, au bout de 2 mois maintenant, nous avons effectivement les prix ont baissé, on va le répercuter. Le problème, c'est que parfois, les prix sur le marché international, il y a des fluctuations sans cesse. C'est pourquoi j'ai parlé de tendance. Parce que même dans la même journée, ça peut être haut le matin et bas le soir. C'est la moyenne qu'on prend. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut monter, ça peut baisser. Mais si la tendance est baissière, si ça remonte moins vite que la baisse, c'est la tendance est baissière. Et comme c'est la moyenne que nous prenons pour calculer le prix du mois, au finish, si la baisse est prononcée, il est possible effectivement que nous revoyons les prix. Robert Wangré, quand on écoute les explications du technicien de Milogo Draman, il donne des explications tout à fait logiques. C'est-à-dire qu'on demande aux populations de faire des efforts pendant un temps bien donné. Est-ce que ça, vous comprenez ces arguments-là aussi au niveau de la CCVA? CCVC, pardon. CCVA, c'est pour le contrôle des voitures. Ces arguments-là, nous ne les acceptons pas. Pour une raison toute simple. Je voudrais commencer par vous informer. J'étais à la marche, à la remise de la note, la plateforme au ministre du Commerce. Il a dit, vos revendications sont légitimes. Et je vais aujourd'hui même transmettre à qui de droit. Et j'espère qu'on trouvera une solution. Je résume. Pour dire que ce n'est pas des trucs en l'air.
Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, on peut raisonner d'une manière très simple. Hein. On dit que l'État fait beaucoup de subventions. Mais la réponse, c'est que l'État se fait beaucoup d'argent aussi avec l'essence. Malheureusement, on n'a pas pu nous donner la quantité d'essence consommée journalièrement. Chacun allait pouvoir se faire une idée de ce que ça représente comme manne financière. Mais moi, je pars d'un raisonnement tout simple. Monsieur Milogo a dit qu'il y a encore un gap de 55 francs sur le super, 95 francs sur le gasoil. Ce qui fait payer à peu de 7 à 8 milliards de francs CFA par mois. Prenons juste le super pour nous comprendre. L'État sur le litre gagne 264 francs. Aujourd'hui, le gap, on s'en tient à ce qu'il a dit, est de 95 francs. La TPP seule fait 125 francs. Mais le commerçant, là, quand il fait ses opérations, il regarde. Quand il a beaucoup de produits, il vend des lunettes. Quelqu'un... La marge, il y en a qui veulent une marge bénéficiaire de 100 francs. Un commerçant peut vouloir ça. Mais un autre va dire, ben, si je cherche une marge de 25 francs, je vends plus. Il va vendre plus et finalement, il va gagner. C'est ça, non? Mais l'État gagne 264 francs par litre. En quelque sorte, il perd, mettons même 100 francs. Il reste combien? Ça veut dire quoi? Qu'il a intérêt à ce que les gens consomment plus. Que ce soit les consommateurs directs, mais que ce soit les grands consommateurs comme les industries. Et ça va rendre encore plus compétitif souvent ces industries-là. Si l'essence est moins chère, c'est un facteur de production important, mais ça permet d'avoir des produits moins chers. Oui, on va laisser réagir Milogo Draman sur l'explication que vous venez de donner, le temps qu'on lui branche votre micro. Voilà. Asseyez-vous, on va venir vous aider. Allez-y, Milogo Draman, allez-y. Non, mais comme je l'ai dit, les taxes dont il parle là ne sont pas les spécificités du Burkina Faso. Je prends peut-être la veste que vous portez. Si ça a été importé, vous avez subi l'importation, vous avez subi les droits de douane, vous avez subi la TVA. Et ça, c'est tout à fait normal. Dans quel pays vous n'avez pas les droits de douane et la TVA? C'est les ressources récoltées par l'État, surtout pour des pays qui n'ont pas de ressources spécifiques comme les nôtres. Vous voulez que l'État gagne où? Pour construire, comme je l'ai dit, pour les infrastructures structurantes. Vous voulez qu'on gagne et je vous ai dit la TPP qui est collectée. Je vous ai donné la répartition. Il n'y a que 25% de ce qui est récolté qui va à la caisse centrale de l'État. Il faut supporter la décentralisation. Et ça va, 50% de ces recettes-là vont aux collectivités, au développement des collectivités. 25%, comme je l'ai dit, au fonds spécial routier. Il faut des routes. Nous sommes un pays enclavé. Il faut construire des routes. Et vous savez que depuis 2 ou 3 ans, le Burkina est en chantier, que ce soit en ville ou en campagne. Les routes se construisent. Et ça se voit. C'est une forme de répartition, mais des populations qui ne sont pas fonctionnelles. Si l'État investit dans le social, ils en profitent. Ça nous permet, nous tous, aux enfants, de se soigner. Nous nous déplaçons, nos véhicules sont moins cabossés et autres. Mais ça, c'est de l'argent. Vous voulez qu'on gagne où? Nous n'avons pas des ressources spécifiques. Nous ne sommes pas un pays pétrolier, comme je l'ai dit. Nous importons. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la TPP rapporte à l'État? Je vous ai dit, c'est 125 francs par litre de super et 50 francs par litre. Non, je parle de la globalité. Parce que vous avez donné tantôt la répartition. Moi, j'ai appris que le Fonds spécial routier a reçu cette année 44 milliards de francs CFA, représentant justement sa part de la TPP. Je vais savoir si c'est exact ou pas. Et moi, j'avais compris que ça, c'est 50% et non pas 25% comme vous l'avez dit. Ce qu'on m'a dit, c'est que sur les 100%, il y a 50% qui va au fonds routier, 25% aux collectivités et 25% à l'État. Ok, central. Voilà. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr que l'État donne chaque fois cette part-là au fonds routier et aux collectivités. C'est vrai que les collectivités se plaignent. Je n'en suis pas convaincu. De
de leur part au niveau des taxes. Allez-y, Milogo, réagissez. Là, ça, c'est des suppositions. C'est des suppositions, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Mais tout ce qui est sûr, je pense que la répartition est faite de la sorte. Et je pense que les collectivités et le Fonds spécial routier, il n'y a pas de raison que le Fonds spécial routier reçoive ça, paraît que la collectivité ne reçoive pas. Il a reçu cette année. Est-ce que vous pouvez nous garantir que l'année dernière, le Fonds spécial routier a reçu? Vous avez la garantie qu'elle n'a pas reçu? Moi, j'ai l'information qu'elle n'a pas reçue. D'accord. Cette année qu'elle a reçu. Je ne sais pas si vous avez votre source, parce que je ne peux pas. Voilà. Mais voilà ce que je... Quand on écoute les organisations syndicales, notamment la CCVC, et quand on écoute le représentant du gouvernement, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds qui s'installe entre les deux parties. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de points qui restent à déblayer. Moi, je voudrais revenir sur deux aspects quand même. Dans l'accord qui a été passé avec les transporteurs, je vois quand même un élément qui me trouble, c'est la réduction du nombre de visites techniques, qui peut paraître un domaine d'arrangement financier entre l'État et les opérateurs du transport, mais qui peut avoir une incidence sur la qualité de ces transports. Parce que je me dis que les 4 visites techniques ont été instaurées à partir de données techniques et scientifiques. Si vous réduisez, ça veut dire que les véhicules vont circuler dans un état qui n'est pas garanti. Donc, probabilité d'accidents multiples. Donc, conditions de vie de ceux qui vont voyager. Les risques d'accidents, de morts, etc. Donc, c'est des domaines sur lesquels, quand même, je crois qu'on ne devrait pas transiger. Peut-être trouver d'autres secteurs où l'État peut faire les arrangements avec les transporteurs, mais faire attention aux impacts que cela pourrait avoir de supprimer une partie des visites techniques de ces transporteurs-là. Le deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est que moi, à mon avis, il est temps que le gouvernement au Burkina lâche le monopole du secteur des hydrocarbures. C'est ça qui entraîne toutes ces histoires-là. L'État a ses taxes qui lui rapportent des recettes fiscales. Il n'a pas besoin d'administrer le secteur des hydrocarbures. Il peut laisser le soin aux opérateurs d'importer les hydrocarbures, de les mettre à disposition donc, du public consommateur et prélever seulement ces taxes, comme cela se fait dans les pays, la plupart des pays. Quand on prend le cas en France, on a l'impression que c'est l'État qui administre. Non. L'État a augmenté la part qu'il perçoit sur le prix. Et c'est ça qui a entraîné donc, les débrayages. Mais ce n'est pas l'État qui importe l'essence en France pour le revendre aux gens. Ce sont les opérateurs qui le font et l'État ne fait que percevoir sa part. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ça? Cela va nous amener à une situation de vérité des prix qui n'est pas forcément dramatique. Si on fait la vérité des prix, on va tout de suite avoir une augmentation, c'est vrai. Mais la loi de l'offre et de la demande va faire en sorte, si vous mettez un prix du litre à 800 francs ou à 700, la consommation va immédiatement chuter et l'opérateur va revoir son prix au prix qui est à la fois supportable pour son fonctionnement et son bénéfice et aussi qui correspond au consommateur. Donc de toute façon, on reviendra à une situation d'équilibre. Donc je ne comprends pas pourquoi il faut continuer à maintenir donc, la SONABI, qui dans mon schéma peut se transformer en une instance de contrôle de qualité. Voir est-ce que ceux qui importent vraiment la qualité qu'il faut, est-ce qu'il n'y a pas de tricherie, etc., etc. Au lieu donc que ce soit une structure qui dans un contexte de libéralisme économique, continue à faire donc du commerce avec les hydrocarbures. Milogo Draman, allez-y. Merci, je comprends M. Koulibaly, mais il faut dire que ce n'est pas le monopole. Le monopole de la SONABI n'a rien à voir avec le niveau des prix. Je vous l'ai dit, la SONABI ne fixe pas les prix. C'est le CDPH qui fixe les prix. Même en cas de libéralisation, si l'État doit prélever les taxes, ce seraient les mêmes taxes que l'État va prélever. Donc ça revient à la même chose. Les taxes sont fixes. Voilà. Après, vous n'avez plus de travail. Ensuite, il y a un problème de qualité. Ça, vous l'avez dit, il y a un problème de qualité. Oui. Et la SONABI, comme vous le savez, non seulement a fonctionné pour mission d'approvisionner le pays, mais aussi d'assurer la qualité des hydrocarbures qui sont servis chez nous. Allez au Mali, c'est le cas.
Au Mali, c'est libéralisé. Oui. Est-ce qu'ils achètent le carburant moins cher? Oui, ça monte, ça descend. Non. Au Mali, ça monte, ça descend. 700, comme je l'ai dit, c'est 700. Actuellement, c'est 700, mais ça descend aussi. Vous savez qu'il y a certains, pour la qualité, pour cette affaire de qualité, il y a certains véhicules qui ne sont pas vendus au Mali, qui sont vendus ici. Je m'excuse. Parce que nous avons la qualité. À l'état neuf, je vais dire. Parce que notre système d'approvisionnement assure la qualité. Parce que le contrôle de qualité est très rigoureux au niveau de la Sonabi. Mais c'est pour dire que ce n'est pas une question de libéralisation. Ça a été libéralisé dans des pays, mais ils vendent, même au Sénégal. L'importation, les transports, tout a été libéralisé. Mais ils chantent. Non. On peut essayer. On verra bien. Mais avec le risque d'acheter. C'est la proposition qu'on fait comme ça, le gouvernement verra bien. On est d'accord. C'est pour dire que ce n'est pas le monopole qui impacte sur le niveau du prix, parce que la Sonabi n'intervient pas. On va revenir un instant sur un point très important que Siaka Koulbert a soulevé. Il s'agit de la réduction des visites techniques. C'est quand même un point important. Les visites techniques sont faites pour essayer de voir si les camions sont en bon état. Et là, le gouvernement prend le risque de réduire le nombre de visites techniques en augmentant le nombre peut-être d'accidents possibles, éventuels. Est-ce que ce n'est pas un risque trop élevé en voulant forcément essayer de gérer les choses et d'arranger les choses? Non, mais moi je pense qu'à ce niveau, l'État s'est aligné sur la pratique dans la sous-région parce que nous avons, je pense que dans notre pays, le contrôle des visites et le nombre est plus élevé chez nous qu'ailleurs. Et les transporteurs ont demandé à ce qu'on s'aligne sur la pratique sous-régionale parce qu'en fait, ça n'a aucun impact. De la sous-région, c'est combien? C'est surtout de 2 dans certains pays. 2, pas plus. Voilà. Donc, ils ont demandé à ce que nous nous alignions sur la pratique 2. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui a été accordé. Parce qu'en principe, au bout de 4 visites, ça n'a aucun... Enfin, ça n'influence pas sur la qualité, la diminution aussi n'aura pas influencé sur la qualité du contrôle. Moi, je pense que ce sont ces arguments-là, effectivement, avec les exemples qui ont été donnés, qui ont amené l'État à concéder cela. Quand on voit le taux peut-être d'accidents dans notre pays... Tout à l'intérieur du pays, quoi. Voilà, à l'intérieur, et quand on voit que l'État veut... Déjà, les 4 visites ne sont pas tous les jours, ne sont pas respectées par tous les transporteurs, les réduire à 2 et permettre à des véhicules de passer entre les mailles du filet, ça fait quand même un peu peur. Hein. Je pense qu'en contrepartie, l'État aussi doit intensifier les contrôles et faire respecter la réglementation en vigueur. Effectivement, je pense qu'à ce niveau, il ne doit plus y avoir de cadeau. Si vous n'avez pas votre contrôle, vous êtes sanctionné. Et je pense que c'est ce qui doit se faire. Il faut accentuer le contrôle pour que la réglementation soit respectée. Et je pense qu'ensemble, l'État et les transporteurs doivent aller dans ce sens-là du respect de la réglementation. Georges Kwanda, vous parliez des sacrifices que la population doit faire. Est-ce que vous pensez que la réduction des visites techniques fait partie de ces sacrifices-là? Est-ce que les Burkinabés doivent se dire, bon, écoutez, on peut réduire les visites techniques, même si ça apporte des accidents. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il faut faire des sacrifices pour que les pays aillent de l'avant. J'ai caricaturé. Oui, non. Si effectivement le fait de ramener à 2, c'est pour... et effectivement se mettre au même niveau que les pays qui nous entourent, je peux comprendre. Mais de les réduire juste pour faire plaisir aux transporteurs, je crois que c'est même très dangereux. C'est très dangereux parce que déjà que ces 4 visites existent, on voit le nombre d'accidents dus à la défaillance mécanique de certains véhicules. Alors, les réduire à 2, et si ce n'est vraiment pas pour se formaliser avec le système dans la sous-région, je dirais que ce n'est pas du tout une bonne chose. Vous dites que ce n'est pas une bonne chose et pourtant c'est l'une des conséquences d'augmentation du prix du carburant que vous soutenez. Oui, j'ai dit que nous comprenons l'augmentation du prix. Voilà. Mais nous ne disons pas forcément que le montant de 75 francs est le montant idéal qu'il faut donner. Mais nous comprenons qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'augmentation du prix sur le plan international, il faille accepter que l'État augmente. Ça, c'est clair. Mais ça n'a rien à voir avec la réduction des choses, des visites des véhicules. Quelles sont les causes à effet? L'augmentation des prix du carburant
Et pour ne pas arriver à une flambée des prix de première nécessité, le gouvernement s'entend avec les transporteurs demandent quelque chose en retour, et ce qu'ils demandent, c'est qu'on réduise le nombre de visites techniques. Oui, mais est-ce que vous croyez, par exemple, que le fait d'avoir augmenté, vous croyez que véritablement au Burkina Faso, il n'y aura pas une augmentation des transporteurs, des transports? Ils ont dit qu'ils ont signé des accords. Mais écoutez les radios. Écoutez les radios aujourd'hui. Moi, j'ai dit, nous ne sommes pas là pour défendre le gouvernement. Nous avons une position. Mais j'ai dit... Georges Konda, vous êtes en train de dire que déjà, il y a des transporteurs qui ne respecteraient pas la trêve de 6 mois. Ah, je l'ai déjà entendu. Sur les radios, j'ai déjà entendu. Il y a quelqu'un qui a appelé, il a donné un exemple, je crois que c'est du côté de Fada, où les gens ont déjà payé plus que aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on soit étonné demain si on a une augmentation des prix des denrées alimentaires. Mais ça fait partie des sacrifices que vous prônez, les Burkinabés. Oui, mais attendez, il ne faut pas faire d'amalgame. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Quand nous disons il y a le sacrifice qu'effectivement on peut consentir, mais il y a des domaines assez dangereux, sensibles, auxquels il ne faut pas se laisser aller. Voilà. Il y a des limites au sacrifice. Il y a des limites au sacrifice. Voilà, et parce que tout le monde est d'accord. Oui. Norbert Ouangré. Oui, nous allons à la fin de l'émission, nous avons presque fini, mais allez-y. À propos de l'accord, j'avais parlé d'espèce de deal, et je crois que c'est vraiment ça. La journaliste l'a dit, il y a des choses qu'on n'a pas pu savoir sur l'accord qui a été conclu. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des augmentations qui s'opèrent déjà. Banfora, Gawa, ça a augmenté. J'ai suivi un transporteur qui a lui-même expliqué, parce qu'il faut voir la proportion d'ailleurs de ceux qui sont affiliés aux organisations avec lesquelles le gouvernement a négocié. Il y a une bonne part qui est en dehors de ça. Donc ce transporteur a expliqué que Ouaga Tenkodgo, c'était 2500. En temps, ils ont ramené à 2000, mais qu'ils ont ramené à 2500, donc ils n'ont pas augmenté. Vous voyez comment il présente la chose. Mais au-delà, tel que c'est fait, ça veut dire quoi? Qu'on a trouvé un système de compensation pour ces organisations-là. Mais on a dit, c'est l'État qui paie, donc c'est nous qui payons par ailleurs ce qui est perdu. Mais c'est comme si pour les autres, logiquement, on devrait pour les autres aussi trouver un moyen de compenser ce qu'ils perdent à travers cette augmentation-là, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, quand on parle de la vérité des prix, quoique un pays qui se respecte ne peut pas se laisser aller comme ça. Il faut organiser le marché. Et nous avons depuis 2006 soumis au gouvernement une proposition pour réviser la structure des prix des hydrocarbures. Je vais vous donner quelques éléments. Ça fait peut-être partie de la réponse à la question. C'est le deuxième point de la plateforme qui a été remise. Allez-y. Voilà. Donc, on a dit privilégier autant que possible le transport ferroviaire et faire jouer à fond la concurrence au niveau des camions-citernes, tout en allégeant les procédures de chargement et de déchargement. La suppression de la taxe sur les produits pétroliers qui s'élève à 125 francs. La réduction de 5 francs des prix des dépôts côtiers qui sont de façon inexplicable au-dessus de ceux des pays de la sous-région. La réduction des charges dépôts côtiers de 4,5 francs au même niveau que celle du Niger. La réduction de la marge bénéficiaire de la Sonabi, elle était de 12 milliards en 2005. La baisse de 25% des marges distributeurs et des détaillants, moins 15 francs, avec fixation d'une fourchette en lieu et place d'un montant unique en vue de faire jouer la concurrence. Long terme, au regard de l'incidence des produits pétroliers sur la vie socio-économique des différents États, les pays membres de l'UEMOA pourraient envisager une défiscalisation de ce produit, plus précisément une exonération de l'essence, du gasoil et du pétrole, en escomptant des effets positifs induits, notamment une amélioration de la production économique, une augmentation de la consommation, toute chose qui contribue à un accroissement de la contribution fiscale intérieure. C'est quand même une vision. Mais depuis... Vous qui êtes un technicien, voilà. Et j'ajoute, quand on ajoute l'argument des mesures communautaires, il y a plein de mesures, quand on regarde, chaque pays respecte autant qu'il le peut. Il y a bien de mesures qui ne sont pas respectées par les États. Là, il fait des propositions concrètes qui auraient pu permettre à l'État de ne pas augmenter le prix du carburant. Est-ce que ces propositions-là, vous les entendez? Bon, moi je pense que d'abord sur tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de distribution,
nous les avons tous reçus et je ne vois pas qui ne se plaint pas de sa marche. Les distributeurs, les détaillants, jusqu'à l'importateur. Et les stations s'ouvrent toujours. Mais les stations se ferment aussi. Nous avons beaucoup discuté avec eux et même après l'augmentation, nous les avons reçus. Nous avons discuté. Et ce n'est pas le moment de revoir à la hausse ces marges-là. Ce n'est pas possible. Parce que l'État vient de revoir, parce que ça va entraîner encore. Voilà. Mais dans tous les cas, nous sommes en discussion. Ils nous ont apporté aussi des éléments sur lesquels nous allons. On a l'impression que vous discutez avec tous ceux qui revendent, mais vous ne discutez pas avec les organisations syndicales. Et c'est l'un des problèmes que la CCVC a soulevé. Peut-être que ce n'est pas de votre ressort en tant que technicien, c'est peut-être cette direction des politiques, mais je pense que est-ce qu'il ne serait pas quand même aussi important de discuter avec les organisations syndicales qui ont aussi des propositions à faire structurelles. Surtout que ce sont ces organisations-là qui peuvent appeler à la mobilisation. Et au sacrifice. Au sacrifice. Non, nous sommes d'accord avec vous, parce que dans notre schéma de travail, nous avions prévu effectivement rencontrer les syndicats, la société civile, les ministères qui Après l'augmentation des prix? Avant. Vous les avez rencontrés avant? Non, j'ai dit dans notre schéma, c'était prévu. Oui. Ouais, j'ai personnellement fait une démarche dans ce sens. Mais les agendas n'ont pas permis que nous nous retrouvions avant l'augmentation qui a été opérée. Sinon, nous savons, comme je l'ai dit, les syndicats de la société civile ordinaire, puisque les syndicats se retrouvent aussi dans la société civile, tout le monde, les acteurs, nous les avons, oui. Peut-être que c'est à ce niveau que se situe le problème. Les syndicalistes auraient pu vous rencontrer avant, auraient pu comprendre, expliquer mieux aux travailleurs, aux Burkinabés, les raisons pour lesquelles il faille faire des sacrifices. On aurait pu peut-être éviter un certain nombre de choses. Là, vous avez été reçu, vous, par... Non, pas du tout. Voilà. Nous déplorons justement cette communication du côté du gouvernement. Parce que je vous ai dit tantôt que le gouvernement avait baissé de 50 francs, sans dire pourquoi, de façon, sans vraiment donner des explications claires à tout le monde. Mais nous pensons que c'était par exemple l'occasion d'expliquer à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les organisations syndicales. Il y a la société civile, il y a la population. Voilà, le prix était à tel niveau. Mais sur le plan international, ça a chuté de comme ça. Et ça nous a permis de baisser de comme ça. Et ça va permettre également à ce même gouvernement de venir plus tard, si le prix monte, d'expliquer pourquoi ils sont obligés de monter. Bon, bien sûr, sans donner de date, parce qu'on sait aussi qu'une fois qu'on dit qu'on va augmenter, il y a la spéculation et tout ce qui peut se faire. Mais voilà. Voilà. Pour le gouvernement, l'avis des organisations syndicales, ce n'est pas important? Très important, puisque ce sont des partenaires. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des partenaires. Il faut travailler avec eux. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas pu être fait avant l'augmentation. C'est ça le problème des partenaires, importants. Des partenaires que vous trouvez importants, mais que vous ne consultez pas d'abord, dont vous ne demandez pas l'avis, parce que vous n'avez pas eu le temps de les consulter, vous augmentez d'abord le prix du carburant. Quelle signification vous donnez au mot important pour vous, un partenaire important? Non, mais M. Kouada a déjà donné la réponse. Lorsque vous commencez des consultations par rapport au niveau du prix, c'est la spéculation. Mais pour moi, c'est dans le mécanisme de la structure, comme il l'a dit, c'est sur ces points-là, ces éléments-là, que nous devons travailler et nous entendre et associer tout le monde pour que, au sortir de certains travaux que nous allions mener, que tout le monde s'accorde sur la structure des prix. Nous sommes d'accord. Parce que la structure des prix qui existe, j'imagine que ça fait l'objet aussi d'un accord à un moment donné, même si aujourd'hui, elle ne s'y est plus. Voilà. Nous avons fini. Il est l'heure. Un dernier tour de table. Nous commençons par Norbert Wangré. Après la marche, la suite, c'est quoi? Nous attendons. La promesse nous a été faite que la question serait examinée. Mais si, dans les semaines et mois à venir, rien n'est fait, évidemment, nous allons nous retrouver pour décider de la suite que nous allons donner à cela. Quelle pourrait être la suite? Mais c'est d'autres actions. Plus musclées, peut-être? Bon. Syndical, en tout cas. Musclées, je ne sais pas ce que vous mettez dedans, mais en tout cas plus forte. À même d'amener le gouvernement, effectivement, à répondre à la préoccupation. Qu'est-ce que vous demandez que le gouvernement vous reçoive pour des discussions? Non, nous avons transmis une plateforme. Oui. S'il le veut, il nous appelle, on va échanger là-dessus. Siaka Koulibaly, est-ce que vous pensez qu'avec un peu plus de pédagogie et un peu plus de négociation,
on aurait pu quand même avoir un terrain d'entente entre l'organisation syndicale, la population et puis le gouvernement. On aurait pu comprendre peut-être un certain nombre de choses. En partie. Mais je doute que cela ait suffi pour éviter donc les réactions qu'on est en train d'assister. Moi, je pense qu'il y a une autre solution importante, on en a déjà parlé au moment de l'augmentation, c'est d'arriver à une sorte de prix indexé au coût international. Et là, c'est peut-être là où il faut peut-être agir sur le prix côtier, là, qui me semble un prix bloqué, qui fait que si on prend ces prix, on ajoute les taxes, en quelque sorte, on arrive donc à une administration des prix au niveau des pays comme le Burkina Faso. Mais si on avait une situation, et je pense que cela avait été annoncé en 2013 ou en 2014, je ne me rappelle pas très bien, que dorénavant on allait suivre l'évolution du prix. Ça a été annoncé ici par le gouvernement. Donc c'est quoi? L'État fixe ses taxes, il les attend au sortir de la vente, et le reste, il ne s'en mêle pas. Ça veut dire que l'importateur amène son carburant au prix du marché international, et le jour où c'est descendu, quand vous arrivez à la pompe, vous prenez le montant que votre poche vous permet de prendre. Et le jour où ça a augmenté également, vous êtes obligé de comprendre. Parce que quand c'est administré, on rejette tout de suite la responsabilité sur le gouvernement. Tout est voilà, opaque. Mais le Draman, dans 3 mois, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Mon vœu le plus cher, c'est que la tendance baissière qui s'est amorcée depuis quelques jours se poursuive jusqu'en janvier, février. Et nous allons constater, Inch'Allah, une baisse à la pompe du prix des hydrocarbures. Il faut donc prier Dieu. Il faut vraiment prier Dieu. Mais je voudrais dire, au niveau, les prix internationaux ne sont pas bloqués, comme vous le dites. Non, c'est pourquoi les prix... Je parle du prix côtier. Non, ça c'est quand ça arrive au port, oui. Voilà, ça c'est des apparemment c'est calé là-bas. Oui, ça c'est calé. Voilà. Oui, mais il faut bien payer quelque chose pour passer. D'accord. Donc, dans 3 mois, vous croisez les doigts que la tendance baissière dure pour que le consommateur puisse le ressentir à la pompe. Et vous allez peut-être communiquer mieux davantage les prochaines fois. Nous allons dès décembre là, commencer la communication parce que le nouveau mécanisme qui a été mis en place n'a pas été concertation aussi. Et la concertation, tout à fait, Inch'Allah. Georges Kouanda, les sacrifices, c'est jusqu'à quand? Fin 2019 en attendant l'application de la plateforme? Je pense qu'il a le technicien a parlé de tendance. Mais notre souhait aussi, c'est également que cette tendance soit à la baisse, parce que nous sommes aussi des citoyens de ce pays, nous payons le carburant au même prix que tout le monde. Et ce que nous pouvons souhaiter, c'est véritablement que ce que vous venez de dire puisse se concrétiser. Parce que je pense que c'est parce qu'on ne se parle pas souvent qu'il y a certaines choses qui font qu'on ne se comprend pas. Si effectivement vous arrivez à rencontrer les organisations syndicales, la société civile, effectivement, pour donner plus de détails par rapport à la fixation du prix et tout ça, je pense que les gens seront plus à même de comprendre et de suivre. Voilà, merci aux uns aux autres pour vos contributions. Nous espérons que les téléspectateurs ont pu comprendre un certain nombre de choses, un certain nombre de décisions aussi du gouvernement. On a parlé de la charge qui devenait trop lourde pour le gouvernement. On a parlé aussi de la part de la population. Et il faut certainement juste trouver le juste milieu. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre débat. Thank you.